Que se passerait-il s'il existait, au plus profond de l'océan, quelque chose que nous ne devrions jamais découvrir? Des créatures extraterrestres à une course entre pays pour atteindre le fond de la mer. Aujourd'hui, nous allons voyager jusqu'à la fosse des Mariannes, l'endroit le plus inexploré de la planète, où des scientifiques ont découvert des créatures et des structures qui défient toute logique. Numéro 6. Des créatures extraterrestres confirmées dans la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes doit son nom aux îles Mariannes, qui se trouvent à proximité. Ces îles ont été nommées Mariannes en l'honneur de la reine Marianne d'Autriche, d'origine espagnole. Les îles reposent sur la plaque des Mariannes, qui est en fait un immense morceau de la croûte terrestre. Mais, honnêtement, le plus curieux n'est pas l'emplacement de la fosse, mais ce qui y vit. Certaines des créatures de la fosse semblent extraterrestres, car elles ne semblent pas provenir de notre planète Terre. L'une des plus étranges est un type de poisson limace entièrement blanc et presque transparent. Il n'a pas d'écailles et nage à des profondeurs incroyables, plus de 7900 mètres. C'est la plus grande profondeur jamais atteinte par un poisson jusqu'à 13 ans. Il y a aussi la pieuvre Dumbo, une créature adorable mais résistante qui vit dans les profondeurs de l'océan. Ses nageoires ressemblent aux oreilles de Dumbo de Disney et cette pieuvre gélatineuse peut survivre à l'incroyable pression à des profondeurs allant jusqu'à 4900 mètres. Sa capacité à avaler des proies entières montre à quel point elle est bien adaptée à la vie dans les profondeurs sombres de l'océan. À mesure que nous plongeons encore plus profondément, nous tombons sur la baudroie des diables de la mer Noire, un poisson qui porte bien son nom. Avec ses dents acérées et un leurre lumineux sur la tête, il utilise la lumière pour tromper ses proies dans les eaux sombres. Les mâles de cette espèce font quelque chose de vraiment étrange. Ils s'attachent de façon permanente aux femelles, s'assurant ainsi d'avoir toujours une partenaire. Ensuite, nous rencontrons l'ancien requin lézard, connu comme un fossile vivant. Ce requin existe depuis plus de 80 millions d'années. Ses mouvements ondulants et ses dents en forme de trident en font un prédateur redoutable. C'est un regard sur un passé lointain et un rappel de tout ce que nous ignorons encore sur ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan. Sans oublier l'effrayant requin lutin, une créature à la peau rose pâle qui se fond parfaitement dans l'obscurité. Ses mâchoires longues et plates, qui s'ouvrent et s'étendent, lui donnent un aspect préhistorique, à la fois fascinant mais un peu effrayant. En fait, si tu regardes bien, tu pourrais apercevoir un poulpe télescopique presque transparent. Flottant verticalement dans l'eau, cette créature est presque invisible dans l'obscurité et ses yeux peuvent pivoter pour regarder autour d'elle, ce qui l'aide à détecter tout danger ou proie potentielle. Sur la carcasse en décomposition d'une baleine, on peut trouver des vers zombies. Ces vers utilisent de l'acide pour briser les os des baleines et consommer la graisse à l'intérieur. Avec l'aide de bactéries, ils transforment les os en nutriments, jouant un rôle essentiel dans le nettoyage du fond marin. Un peu plus haut, on peut apercevoir le poisson Barry avec son crâne transparent. Cette adaptation particulière lui permet d'observer les prédateurs ou les proies qui se trouvent au-dessus de lui pendant qu'il nage en dessous. Ses yeux en forme de tonneau lui donnent un aspect digne d'un film de science-fiction. Une autre créature lumineuse est le poisson-dragon des profondeurs, qui illumine l'océan comme une étoile. Ces prédateurs dépourvus d'écailles utilisent leur lueur pour communiquer et attirer leur proie. Et en rampant sur le fond marin, on trouve le cochon de mer, une créature rose ressemblant à un porcelet, qui est en réalité un type de concombre de mer. Il cherche de la nourriture sur le fond marin et respire par son organe reproducteur. Vivant en grotte, le cochon de mer joue un rôle clé dans l'écosystème de la fosse, aidant à nettoyer le fond marin. Toute cette vie étrange des profondeurs marines nous amène à nous poser une question très importante: si des créatures peuvent survivre dans des endroits aussi extrêmes sur Terre, est-il possible qu'il existe quelque chose de similaire sur d'autres planètes ou lunes? Les scientifiques y réfléchissent depuis longtemps. Ils pensent qu'Europe, la lune de Jupiter, et Encelade, la lune de Saturne, pourraient abriter des océans cachés sous d'épaisses couches de glace. L'Europe est bien plus dynamique que ce que nous imaginions. C'est ici que l'histoire devient encore plus fascinante, car les volcans d'Io produisent constamment des substances chimiques, des matériaux qui retombent sur la surface glacée d'Europe. Ces lunes glacées pourraient même posséder des cheminées hydrothermales, semblables à celles que l'on trouve dans les profondeurs des océans terrestres. Alors, si la vie sur Terre peut se développer dans l'obscurité totale en utilisant des substances chimiques au lieu de la lumière du Soleil, peut-être ne sommes-nous pas seuls dans l'univers. Numéro 5. Créature terrifiante non confirmée de la fosse des Mariannes. Depuis longtemps, la fosse des Mariannes, avec tout son mystère profond et obscur, a donné naissance à toutes sortes d'histoires effrayantes sur des monstres marins. Beaucoup de ces récits proviennent du folklore ancien ou d'histoires dramatiques partagées par des pêcheurs et des explorateurs.
Certaines des créatures dont on parle sont totalement inventées, issues de récits effrayants, tandis que d'autres proviennent de rapports étranges ou d'observations qui n'ont jamais été vérifiées. L'une des légendes les plus célèbres concerne quelque chose appelé le serpent de mer. Cette créature est généralement imaginée comme un énorme animal en forme de serpent qui nage dans l'océan. Pendant des siècles, les pêcheurs ont affirmé avoir vu quelque chose de long et sinueux émerger de l'eau, parfois même attaquer des bateaux ou entraîner des marins malchanceux. Bien que personne n'ait trouvé de preuves solides de son existence, certains explorateurs et pêcheurs en eau profonde ont raconté des histoires où ils auraient vu de grandes créatures en forme de serpents dans des fosses profondes ou à proximité, qui ressemblent beaucoup aux anciens récits de serpents de mer. Il existe aussi une autre légende troublante appelée le monstre marin des Mariannes, parfois connu sous le nom de Gigantotherium. Celui-ci est encore plus étrange. Selon certains anciens pêcheurs et marins, cette créature vivrait dans les profondeurs de la fosse des Mariannes et serait incroyablement gigantesque. Tellement grande qu'on a du mal à croire que ce soit possible. Les gens la décrivent comme un mélange de calmar, de baleine et de serpent, comme quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. On dit qu'elle est bien plus grande que n'importe quelle autre créature de l'océan. Les histoires racontent que parfois, elle émerge des profondeurs et, ce faisant, elle agite l'eau, provoquant des vagues déferlantes et effrayant les autres créatures marines. Bien sûr, tout comme pour le serpent de mer, personne n'a de preuves réelles de son existence, mais cela n'a pas empêché qu'on raconte des histoires à son sujet. En fait, le mystère et l'inconnu rendent ces récits encore plus palpitants et continuent d'être transmis, même aujourd'hui, en 2025. Vient ensuite le légendaire Kraken. Ce monstre vient d'anciennes histoires scandinaves et c'est probablement l'une des créatures marines les plus célèbres jamais imaginées. De nos jours, on imagine le Kraken comme un calamar ou une pieuvre géante. Ce n'est qu'en 2006 que nous avons filmé pour la première fois ces créatures vivantes en vidéo. Il est suffisamment grand pour entraîner des navires sous l'eau et des marins jusqu'au fond de l'océan. Certains explorateurs des grands fonds qui se sont approchés de la fosse des Mariannes affirment avoir aperçu d'énormes formes semblables à des tentacules se mouvant dans l'obscurité. Mais rien n'a été officiellement confirmé. Nous savons que les calmars géants existent parce qu'ils ont été capturés et étudiés, mais l'idée qu'il en existe un d'une taille suffisante pour couler un navire entier reste purement hypothétique. Malgré tout, certains pensent que la fosse pourrait abriter une créature semblable au kraken que nous n'avons pas encore découverte. Surtout parce qu'elle est si profonde, sombre et rarement visitée par la plupart du monde. Et puis il y a l'histoire glaçante connue sous le nom de chupacabra des océans. Le nom vient de la légende terrestre du chupacabra, une créature qui, selon la rumeur, suce le sang des animaux. Cette version marine est tout aussi étrange. L'idée est que certaines créatures mystérieuses vivant dans la fosse des Mariannes pourraient se nourrir du sang d'autres animaux marins. Certains pêcheurs ayant travaillé près de la fosse affirment avoir vu des animaux ressemblant à des poissons ou des anguilles, dotés de grandes crocs ou de terribles épines qui semblent faits pour sucer le sang. Ces monstres marins sont décrits comme grands et d'apparence féroce, capables d'attaquer et de vider de leur sang des créatures plus petites. Il n'existe aucune preuve solide de leur existence, mais cela n'a pas empêché les gens de se poser des questions. L'idée qu'il puisse exister des bêtes marines buveuses de sang cachées dans les profondeurs de l'océan ajoute encore plus de mystère à un endroit déjà plutôt sauvage. Et dans un monde où l'on continue de découvrir de nouvelles créatures, surtout dans des lieux comme la fosse des Mariannes, qui sait ce qui pourrait vraiment s'y cacher? Et bien sûr, il y a la légende du mégalodon, le gigantesque requin préhistorique. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que le mégalodon s'est éteint il y a des millions d'années, mais certains pensent qu'il pourrait encore être vivant et caché dans les profondeurs de l'océan, comme dans la fosse des Mariannes. Certaines histoires parlent d'énormes nageoires fendant l'eau ou de gigantesques formes sombres se déplaçant à grande profondeur. Ces récits ont amené les gens à se demander si le mégalodon n'a pas vraiment disparu, mais s'est simplement déplacé vers des zones de l'océan que nous n'avons pas encore explorées. Il n'existe aucune preuve scientifique pour étayer cela, mais l'idée que quelque chose d'aussi ancien puisse encore rôder dans les profondeurs est trop excitante pour que certains l'ignorent. Même si ces créatures semblent relever du mythe, il est important de se rappeler que la majeure partie de la fosse des Mariannes n'a pas encore été explorée. Cela laisse beaucoup de place à l'existence d'animaux inconnus. Après tout, la fosse est réputée pour abriter une vie étrange et mystérieuse. Et puis, il y a ces bruits étranges que les scientifiques ont enregistrés venant des profondeurs, des sons que personne n'a encore complètement expliqués. Alors on se demande ce qui pourrait bien produire ces sons effrayants, si ce n'est quelques-unes des créatures les plus terrifiantes que nous ayons jamais imaginées. Numéro 4. Qu'est-ce qui produit tout ce vacarme?
Au fond de la fosse des Mariannes, dans ce monde totalement obscur, glacial et soumis à une pression extrême, il se passe quelque chose d'étrange. Quelque chose qui fait du bruit. Et pas n'importe quel bruit. Nous parlons de sons étranges et troublants que les scientifiques ne peuvent pas totalement expliquer. La plupart des gens connaissent la fosse comme l'endroit le plus profond de la Terre, où la pression peut écraser pratiquement n'importe quoi. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la fosse n'est pas plongée dans un silence absolu. Au contraire, elle émet toutes sortes de sons étranges, des bourdonnements, des échos, des grondements sourds et même des bruits qui ressemblent presque à des chants. En 2014, un groupe de chercheurs travaillant avec l'Administration nationale océanique et atmosphérique, la NOAA, également connue sous le nom de NOAA, a introduit un microphone spécial appelé hydrophone dans la fosse. Ce qu'ils ont capté était vraiment étrange. L'un des sons qu'ils ont enregistrés était si remarquable qu'ils l'ont surnommé le Biotwan du Pacifique occidental. Il sonnait métallique et robotique, presque comme s'il sortait d'un film de science-fiction. Le son durait environ 3 secondes et demie, commençant en bas, descendant encore plus, puis longtemps dans les aigus. Personne n'avait jamais entendu quelque chose de semblable auparavant. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pourrait s'agir du chant d'une baleine à fanon, peut-être une baleine de Mach, car certaines baleines émettent des sons étranges. Mais en le comparant à d'autres chants de baleines connus, ce n'était pas tout à fait ça, il ne correspondait pas vraiment. Ce qui le rendait encore plus étrange, c'est que le son ne suivait pas un horaire régulier. Il se produisait aussi bien le jour que la nuit, contrairement à la plupart des chants de baleines, qui ont généralement lieu à des moments précis, selon leur comportement. Maintenant, parlons d'autres bruits étranges provenant de la fosse. Ces grondements profonds et très graves qui ressemblent presque à des coups de tonnerre résonnant dans l'océan. Ces sons semblent s'étendre à l'infini et de nombreux scientifiques pensent qu'ils proviennent de la Terre elle-même. Vous voyez, la fosse des Mariannes se trouve exactement à l'endroit où se rejoignent 2 plaques tectoniques géantes. La plaque du Pacifique s'enfonce lentement sous la plaque des Mariannes, qui est plus petite. Et ce processus, appelé subduction, est ce qui a formé la fosse à l'origine. Lorsque ces plaques se déplacent ou se frottent l'une contre l'autre, elles peuvent provoquer des tremblements de terre ou même des volcans sous-marins. Donc, il est logique que certains des grondements profonds que nous entendons soient simplement le mouvement de la Terre. Mais tout n'a pas d'explication. Certains des bruits enregistrés là-bas ne ressemblent ni à des tremblements de terre ni à des animaux marins. On entend des bruits métalliques, des pulsations constantes et répétitives, et soudain, des grincements très aigus. Ils sont étranges et personne ne peut dire avec certitude ce qui les provoque. Ces bruits étranges éveillent la curiosité même chez les scientifiques qui s'appuient habituellement sur des données solides. Certains commencent à se demander s'il n'y aurait pas quelque chose de totalement nouveau là-dessous, quelque chose que nous n'avons pas encore découvert. Le plus grand problème pour découvrir ce qui produit réellement ces sons, c'est la difficulté d'explorer la fosse. Acheminer de matériel jusque-là n'est pas une mince affaire. Tout ce qu'on introduit dans la fosse doit résister à une pression 10 fois supérieure à celle que nous ressentons au niveau de la mer. Et même lorsque le matériel fonctionne correctement, la fosse est tellement immense et profonde qu'il est presque impossible de localiser l'origine du bruit ou ce qui le produit. En 2015, on a enregistré quelque chose d'assez intéressant au fond de la fosse des Mariannes, dans un endroit appelé l'Abyss Challenger. Les scientifiques avaient introduit dans les profondeurs des microphones sous-marins spéciaux, appelés hydrophones, s'attendant principalement à y trouver le silence. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'était tout le contraire. Il y avait un bruit surprenant là-dessous. Certains des sons provenaient probablement de petites créatures marines, comme des crevettes claquant leurs pinces. Mais d'autres sons, eh bien, cela était bien plus difficile à déchiffrer. Le son se propage beaucoup mieux dans l'eau que dans l'air. Cela signifie que des bruits à des centaines de kilomètres de distance peuvent voyager jusqu'à la fosse. Cela signifie aussi que si quelque chose vit là-dessous et utilise le son pour communiquer, il pourrait parler ou envoyer des signaux sur d'énormes distances. Donc, lorsque les scientifiques détectent des sons étranges qui ne correspondent à rien de ce qu'ils ont entendu auparavant, ce n'est pas seulement petit et effrayant. Cela pourrait être un indice que dans les profondeurs, il se passe quelque chose de plus que ce que nous pensions. C'est peut-être de la vie, peut-être même de la vie intelligente. La fosse des Mariannes reste en grande partie un mystère. Moins de 5% de tout l'océan a été étudié en détail, et la fosse est l'un des endroits les plus difficiles d'accès. C'est pourquoi, lorsque des sons étranges surgissent des profondeurs, même les experts ne savent pas toujours quoi en penser. Bien sûr, tous les scientifiques ne tirent pas de conclusions hâtives.
Beaucoup disent que nous devons faire preuve de prudence avant de supposer qu'il s'agit de quelque chose de mystérieux ou d'extraterrestre. Ils expliquent que nous sommes encore en train d'apprendre et que parfois, nos outils ou nos connaissances ne suffisent tout simplement pas à expliquer ce que nous entendons. Malgré tout, même les chercheurs les plus sérieux s'accordent à dire qu'il se passe définitivement des choses là-dessous que nous n'avons pas encore élucidées. Numéro 3. Premières explorations de la fosse des Mariannes. Explorer la fosse des Mariannes, c'est comme voyager dans les parties les plus profondes et obscures des océans de notre planète. L'aventure pour découvrir comment cette profonde faille dans la croûte terrestre s'est formée a commencé en 1872, lorsque le HMS Challenger a pris la mer. Avant cette mission, la plupart des gens pensaient que le fond de l'océan était plat et ennuyeux. Mais le voyage de 4 ans du Challenger a tout changé. L'équipage a parcouru environ 68 000 milles nautiques, soit à peu près 78 000 milles en termes courants, et est devenu le premier à effectuer un relevé vraiment détaillé de ce qui se trouvait sous les vagues. Environ tous les 140 000, il laissait tomber une corde épaisse munie d'un poids important pour mesurer la profondeur de l'eau. Au final, ils avaient utilisé plus de 200 000 de cordes. C'était un travail dur et lent, mais à l'époque, c'était la seule façon de calculer la profondeur de l'océan. Lorsqu'ils se sont approchés d'une île appelée Gam, quelque chose d'étrange s'est produit. Leur corde continuait de descendre plus loin que prévu. Finalement, elle a touché le fond à environ 4 475 brasses. Cela équivaut à environ 26 850 pieds, ou un peu plus de 8 100 mètres. Cela équivaut à presque 5 000 de profondeur. À l'époque, c'était l'une des mesures océaniques les plus profondes jamais enregistrées et cela a éveillé la curiosité des scientifiques. Était-ce simplement un trou profond ou quelque chose de bien plus grand? Ce voyage à bord du Challenger est aujourd'hui considéré comme le début de la science océanique moderne. Il a démontré que le fond de l'océan n'était pas du tout plat. Il y avait des montagnes sous-marines, de vastes plaines et de profondes vallées. Nulle part ailleurs cela n'était plus évident que dans l'ouest de l'océan Pacifique, où le plancher océanique plongeait soudainement jusqu'à ce que nous appelons aujourd'hui la fosse des Mariannes. Mais même après cette découverte, il a fallu près de 75 ans de plus et beaucoup de nouvelles technologies pour en apprendre davantage. La grande avancée est venue avec quelque chose appelé le sonar. Le sonar, abréviation de son, navigation et télémétrie, a été mis au point au début du XXe siècle, principalement pendant et après la Première Guerre mondiale, pour aider à détecter les sous-marins. Dans les années 1940, la technologie du sonar s'était suffisamment améliorée pour cartographier le fond océanique avec beaucoup plus de détails. Il fonctionne en envoyant des ondes sonores et en chronométrant le temps qu'elles mettent à rebondir depuis le fond. Cela a facilité et accru la précision de la cartographie de la forme de l'océan par rapport à l'utilisation de cordes lestées. En 1951, le navire HMS Challenger 2 de la Royal Navy britannique est retourné à l'endroit où le Challenger original avait effectué sa mesure la plus profonde près de 80 ans auparavant. À l'aide du sonar, ils ont localisé la partie la plus profonde de la fosse et l'ont appelée la Vis Challenger, en l'honneur de la première mission du Challenger. En 1872, on a découvert que ce point, situé près de l'extrémité sud de la fosse des Mariannes, avait une profondeur de près de 11 900 mètres, ou environ 10 994 mètres, ce qui équivaut à presque 11 km sous la surface de l'océan. Faut mettre cela en perspective, sinon placer le mont Everest dans la fosse, son sommet serait encore à plus de 1,6 km sous l'eau. La fosse s'étend sur environ 2500 km du sud-est de Gam jusqu'au environ du Japon. À son point le plus profond, la Vis Challenger détient toujours le titre de point le plus bas connu de la croûte terrestre. Bien que la technologie des sonars et de la bathymétrie ait aidé à cartographier la taille de la fosse, les scientifiques n'étaient toujours pas certains de la façon dont elle s'était formée. Ils soupçonnaient que cela avait un lien avec la subduction des plaques tectoniques, mais ils avaient besoin de l'observer de près pour le confirmer. La pression au fond de la fosse est stupéfiante, environ 1086 bars, soit plus de 15 750 livres par pouce carré. C'est comme si 50 avions jumbo te pressaient de tous les côtés. Pour que les gens se rendent compte de la puissance de cette pression, les scientifiques utilisent souvent une tête ou un gobelet en polystyrène de mannequin. En descendant dans la fosse avec une chambre de pression ou en l'attachant à un équipement de plongée profonde, la mousse se rétracte de façon spectaculaire à cause de la force intense. C'est une manière simple, mais révélatrice, de montrer à quel point les conditions sont extrêmes là-bas. Pour explorer cette région profonde en personne, les scientifiques avaient besoin d'un submersible capable de résister à la pression écrasante. En 1953,
le physicien suisse Auguste Piccard a conçu un bathyscaphe appelé Trieste. Ce navire spécial pour la plongée profonde utilisait un flotteur rempli d'essence pour sa flottabilité et une épaisse sphère en acier pour abriter l'équipage. La cabine mesurait environ 2 mètres de large, avec des parois de plus de 12,5 cm d'épaisseur pour résister à l'énorme pression. Après des années d'essais, la marine des États-Unis a finalement réussi à préparer le Trieste pour une plongée historique. Le 23 et le 19 janvier 1960, le lieutenant Don Wash et Jacques Piccard, fils d'Auguste Piccard, sont partis explorer la fosse des Mariannes. Ils sont partis de gamme en gardant la mission secrète au cas où quelque chose tournerait mal à l'intérieur de la sphère d'acier étroite. Ils ont passé environ 9 heures au total, dont 5 heures de descente, 20 minutes sur le fond marin et encore 4 heures de remontée. Ils ont atteint le fond sain et sauf, à environ 10 916 mètres, soit presque 35 814 pieds. Cela a fait d'eux les premières personnes à atteindre la Beast Challenger, le point le plus bas colis de la Terre. La seule lumière provenait de leurs embarcations, de leurs lampes et des créatures marines lumineuses. Bien qu'ils n'aient pas pu prendre de photos parce que la descente avait soulevé trop de sédiments, la plongée a démontré que la vie pouvait survivre sous une pression aussi extrême et que la technologie pouvait atteindre les profondeurs de l'océan. Au cours de leur descente, Wash et Piccard ont facilement dépassé leur précédent record de plongée la plus profonde, qui était de 5500 mètres. Cependant, environ 2 heures après le début de la plongée, ils ont entendu un grand fracas lorsqu'une des fenêtres en acrylique s'est brisée à environ 6000 mètres de profondeur. Ils ont tout vérifié et la sphère de pression était toujours intacte, supportant près de 8 tonnes de pression par centimètre carré. Numéro 2, ce que la fosse des Mariannes a révélé sur notre planète. Dans les décennies 1950 et 1960, le géologue Harry et d'autres ont commencé à analyser des cartes sonars du fond océanique. Ces cartes montraient que la fosse des Mariannes faisait partie d'un immense réseau de canyons et de dorsales sous-marines, y compris la gigantesque dorsale du Pacifique oriental. Cela suggérait une possible connexion entre les fosses profondes et les dorsales océaniques. La technologie de surveillance américaine de la guerre froide a également joué un rôle inattendu dans la découverte de ces informations. Les sismomètres installés pour détecter les explosions atomiques enregistraient aussi des tremblements de terre naturels, révélant que la majorité de l'activité sismique se produisait le long des dorsales et des fosses océaniques. Cela a aidé les scientifiques à comprendre que la surface terrestre n'est pas fixe, mais qu'elle est constituée de plaques tectoniques en mouvement. Ces plaques se déplacent, entrent en collision et se séparent constamment, modifiant le fond océanique. Lorsque les plaques se heurtent, l'une glisse sous l'autre, formant des fosses comme la fosse des Mariannes. En s'écartant, elles créent une nouvelle croûte, formant des dorsales comme la dorsale du Pacifique oriental. La fosse des Mariannes marque l'endroit où la plaque du Pacifique glisse sous la plaque des Mariannes. D'autres preuves sont venues de la détection magnétique pendant la guerre froide. La marine des États-Unis a utilisé des magnétomètres pour traquer les sous-marins, mais elle a également découvert d'étranges motifs rayés dans le champ magnétique du fond océanique. Ces bandes en forme de zèbre ont enregistré les inversions du champ magnétique terrestre, ce qui a confirmé la théorie de l'expansion du plancher océanique et expliqué comment la fosse des Mariannes s'est formée au fil de millions d'années. Dans les années 1960, les scientifiques ont découvert que la roche en fusion remonte au niveau des dorsales océaniques, s'étend et forme une nouvelle croûte. En refroidissant, les minéraux magnétiques du magma se sont alignés avec le champ magnétique terrestre, créant ainsi ces bandes. Ces bandes ont aidé les scientifiques à mesurer la vitesse du mouvement des plaques tectoniques. En 1977, une équipe à bord du Nord a découvert des cheminées hydrothermales qui expulsaient de l'eau surchauffée, une découverte qui a révolutionné la science marine. Ceci fut la première preuve solide d'un réchauffement géothermique lié à la formation des dorsales. L'eau autour des cheminées brillait et ondulait, signe d'une chaleur insupportable. Les mesures ont montré que les températures près des cheminées pouvaient atteindre jusqu'à 660 degrés Fahrenheit, soit environ 350 degrés Celsius, une température bien plus élevée que les températures habituellement froides des profondeurs marines, qui tournent généralement autour de 38 à 39 degrés Fahrenheit. Ces cheminées hydrothermales, des structures fascinantes, ont clairement démontré que le magma chaud provenant des profondeurs de la croûte terrestre chauffait l'eau de manière significative et déclenchait ainsi des réactions chimiques complexes au fond de l'océan. Au lieu de se répartir uniformément, la chaleur était canalisée à travers ces hautes cheminées, créant des colonnes de fluides chauds et toxiques. Au début, les scientifiques ne comprenaient pas entièrement l'importance de ces cheminées, mais il est vite devenu évident qu'elles constituaient une preuve solide reliant l'activité magmatique à l'expansion du plancher océanique.
Ils ont également révélé des écosystèmes qui ne dépendaient absolument pas de la lumière du soleil, mais qui prospéraient grâce à la chimiosynthèse. Une idée qui a complètement bouleversé notre compréhension des endroits et des manières dont la vie pourrait exister. La découverte des bandes magnétiques en forme de zèbre au fond de la mer, ainsi que des sources hydrothermales, a offert aux scientifiques une image claire d'un processus où une nouvelle croûte océanique se forme au niveau des dorsales océaniques et se déplace vers l'extérieur. Numéro 1. La course vers le fond de la fosse des Mariannes à l'époque moderne. On pourrait penser que la fosse des Mariannes est le dernier endroit où quelqu'un voudrait aller, mais il y a des explorateurs qui s'y intéressent. Après la mission du Trieste en 1960, personne n'est retourné dans la Vist Challenger pendant des décennies. Lorsqu'un appareil a refait surface, il ne s'agissait plus seulement de prouver que c'était possible, mais de réaliser des découvertes scientifiques et de repousser les limites technologiques. James Cameron et Victor Vescovo ont mené ces nouvelles explorations. En 2012, Cameron a réalisé la première plongée en solitaire dans la Vist Challenger. Son submersible, le Deep Sea Challenger, était un véhicule en forme de torpille verte conçu pour résister à l'énorme pression. Équipé de caméras 3D et de bras robotiques, le sous-marin a permis à Cameron de passer près de 3 heures au fond à collecter des échantillons. Cameron s'est préparé de manière exhaustive, apprenant à contrôler manuellement l'appareil et s'assurant que tous les systèmes de secours étaient opérationnels, conscient qu'il serait totalement seul sans aucune possibilité de sauvetage. Sa plongée n'a pas permis de découvrir de créatures étranges, mais elle a prouvé que les missions en solitaire étaient réalisables et a ravivé l'intérêt pour l'exploration des océans. En 2019, Victor Vescovo, ancien officier de marine et investisseur, a réussi à atteindre à plusieurs reprises le point le plus profond de la fosse dans le cadre de son expédition 5 profondeurs. Son submersible, le DSV Limiting Factor, était conçu pour une utilisation répétée et la recherche scientifique, avec un compartiment spécial en titane et une technologie de pointe. Les plongées de Vescovo ont duré plus de 4 heures, atteignant une profondeur record de près de 10 928 mètres. Il a trouvé de la vie à ces profondeurs extrêmes, des amphipodes, des holothuries, des bactéries et, étonnamment, un morceau de plastique, preuve de la contamination humaine. Contrairement à Cameron, Vescovo a effectué plusieurs plongées, incluant des scientifiques et des journalistes. Plus de 400 échantillons et 100 heures de vidéos ont été collectés, démontrant que ces expéditions peuvent constituer des études scientifiques soutenues. L'exploration continue. La Chine, le Japon et d'autres pays développent des submersibles plus avancés et l'installation d'observatoires permanents est envisagée, bien que des controverses environnementales persistent. On se retrouve dans la prochaine vidéo.